Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, deux intervenants et deux approches complètement différentes ou complémentaires en tout cas de la relation à la forêt. Notre premier intervenant, pour situer le territoire, a une volonté depuis quelques années de réfléchir à la valorisation de la forêt dans les monts et coteaux. Alors, ce n'est pas une région très forestière, pour autant, il y a de la forêt. Avec une singularité, c'est que il y a un très très fort morcellement des forêts, notamment il y a une multiplicité de propriétaires. Donc il y a une volonté de travailler avec ces propriétaires. Et donc je vais donner la parole à Bruno Debrosse, ici présent, qui est le président du syndicat libre de gestion forestière des monts et coteaux du Lyonnais. Et je vais lui demander de préciser ce que c'est que cette structure, ce syndicat, quels sont les objectifs, les moyens mis en œuvre, etc. Je sais que c'est toujours délicat de demander ça, mais je vais quand même le faire, demander une présentation relativement courte. Et puis, dans les échanges après, comme chaque soir, le temps nous est compté. Donc, je vous demanderai aussi, les gens qui vont prendre la parole, pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent prendre la parole, d'avoir des interventions courtes, concises et des questions précises. Merci. Merci. Bonsoir. Oui, donc, comme l'a dit monsieur, il y a sur le secteur des monts et de coteaux du Lyonnais une volonté politique de valoriser la forêt, puisqu'on n'est pas ici, dans le sud du département du Rhône, sur une région à culture forestière comme le Nord, donc des forêts qui étaient très souvent à l'abandon, par manque de culture, par manque de connaissances, par morcellement, par isolement. Et donc, il a été décidé de créer une association qui regroupe ces propriétaires pour leur permettre collectivement d'avoir une gestion forestière. Donc, cette association, dont le nom est un peu barbare, ça s'appelle une ASLGF, Association syndicale libre de gestion forestière. Elle couvre le territoire des monts et coteaux du Lyonnais, c'est-à-dire les deux intercommunalités, l'ancien Cimoli, qui a un peu évolué maintenant, et puis le syndicat de l'Ouest lyonnais, c'est-à-dire 81 communes, et qui aujourd'hui a 135 adhérents, et ce qui correspond à peu près à 950 hectares. Bon, le ratio est assez élevé parce qu'il y a quelques gros propriétaires dedans. Donc le but, c'est de mettre à disposition de ces propriétaires qui restent entièrement propriétaires de leur parcelle et qui restent entièrement décisionnaires de leur choix de gestion, de mettre à leur disposition tout l'environnement nécessaire, la connaissance, la compétence, le regroupement, un gestionnaire, des appuis techniques pour rendre possible la gestion de leur forêt. Donc c'est ce que nous faisons depuis que l'association est née fin 2014 et elle se développe progressivement. Donc voilà brièvement le rôle de l'association. Très bien, merci. Donc on va prendre la suite avec Jacques Girard qui va pouvoir nous présenter son activité. On pourrait appeler ça les bains de forêt, mais il y a plein d'autres choses à dire autour de ça. Oui, merci. Bonsoir. Donc, effectivement, je propose des bains de forêt. Vous avez peut-être entendu parler de sylvothérapie, de Shinrin-yoku. Voilà, c'est effectivement des termes qui regroupent ce qui est communément appelé bains de forêt. Donc, je me suis formé moi, en tant que guide en forêt-thérapie, avec une association américaine qui s'est inspirée en fait du Shinrin-yoku, qui est donc la pratique japonaise qui correspond en Europe à ce qu'on appelle la sylvothérapie. Voilà, pour faire très simple et rapide dans un premier temps. Donc maintenant, vous pouvez poser les questions ou intervenir indifféremment à l'un ou l'autre des intervenants. On vous demandera de lever les mains suffisamment tôt pour pas qu'on perde de temps à aller vous amener les micros. C'est plus court par là-bas. Merci, bonsoir. Alors, je vais avoir deux questions. La première, c'est pour monsieur. Je voudrais savoir ce que vous conseillez donc, pour la gestion des forêts, si vous préconisez le modèle mono, ou au contraire, vous poussez les gens à favoriser ce qui existe actuellement, c'est-à-dire laisser faire la nature tout en entretenant les forêts. Et la deuxième chose, à un moment dans le film, il y a un tas où on nous explique que le bois qui est là, il y a du chêne notamment, il est très bon, mais il va terminer en pellet à bois. Et la grande mode actuellement avec la transition écologique,
c'est de pousser les gens à prendre des poêles à bois avec granulés, avec pellets. Moi, je suis pour la transition écologique, mais je pense que c'est une grosse connerie, passez-moi l'expression, de pousser les gens à faire ça, parce que si tout le monde prend des poêles à bois qui fonctionnent au pellet, dans 10 ans, il n'y a plus de forêt. Qu'en pensez-vous ? Bon, il y a beaucoup de questions dans vos deux questions. Pour ce qui est du type de gestion, d'abord pour que tout le monde comprenne bien, il y a donc deux types de gestion qui ont été plus ou moins présentés dans le film. Il y a ce qu'on appelle la futaie régulière, ça veut dire on plante une parcelle, et puis 40 ans, 50 ans, 60 ans après, on coupe tout, et on recommence, et ainsi de suite. Bon, avec les inconvénients environnementaux que ça peut avoir, mais d'autres avantages au point de vue culture, la facilité. Et puis il y a la futaie dite irrégulière, ce qui a été appelé dans le film la culture pro silva. Ça veut dire que ce sont des parcelles sur lesquelles vous allez tous les 10-15 ans prélever 15-20% de la ressource, laisser le reste croître et dans 15-20 ans revenir et ainsi de suite, ce qui permet de préserver complètement le paysage. Donc ce sont ces deux types de cultures. Alors les deux ont leur utilité, ont leur intérêt, ont leur inconvénient. Nous, dans l'association, on privilégie de façon très nette la culture, donc la futaie irrégulière, pro silva. D'accord ? Pour le respect de l'environnement, pour le respect du paysage, et puis parce que aussi, ça correspond, je dirais, relativement bien aux attentes du public et puis des propriétaires. Donc déjà, c'est ça. Mais ça n'exclut pas quand même de temps en temps de faire des coupes rases, par exemple des parcelles de taillis qui sont arrivées en fin de vie. Si on veut en faire quelque chose, on n'a pas d'autre choix, puisqu'elles n'ont jamais été valorisées, de tout couper et de recommencer. Donc voilà. L'inconvénient de faire de la culture pro-silva ou futaie irrégulière, ou ce qu'on appelle aussi de la gestion durable, c'est qu'il faut une certaine surface pour ça. Parce qu'après, vous avez des problèmes économiques qui se posent, ce qui veut dire que si vous avez des petites surfaces, comme c'est très souvent le cas, si vous faites un prélèvement de 15-20%, ça va faire quelques arbres. Vous ne remplirez jamais un camion, vous ne les vendrez jamais. Si on veut vendre des arbres, il faut remplir un camion, il faut 40-50 mètres cubes. Donc après, le regroupement peut permettre de pallier à ce problème. Bon, ensuite, le bois énergie. Bon, il faut savoir, c'est un problème quand même assez complexe parce que, bon, dans l'exemple qui est montré, c'est excessif. C'est excessif parce que ce qu'ils ont fait, ils ont raison de le faire. Tout simplement parce que vous avez des parcelles de Douglas immenses, on l'a vu, et quelques feuillus qui restaient. Ces feuillus, vous ne les vendrez pas. Il y a peut-être un joli chêne au milieu, mais vous ne trouverez jamais un marchand de bois qui viendra déplacer un camion pour vous l'acheter. Ben, on le passe en bois énergie. Mais il faut quand même pas généraliser ça. Les forestiers, c'est comme les paysans. Un paysan, il ne cultive pas des pommes de terre pour vendre des épluchures. Le forestier, il cultive du bois pour vendre du bois d'œuvre. Mais il y a des résidus, et ces résidus passent en bois énergie. Bon, voilà. Ouais, mais si tout le monde se met à être au poêle à bois avec des pellets, si tout le monde consomme du pellet, déjà, on a, en France, il faut savoir qu'on a quand même la 3e forêt d'Europe, mais on a surtout la première ressource en bois sur pied d'Europe. On a une réserve énorme. D'autre part, aujourd'hui, il faut savoir que dans une forêt, elle se caractérise, ça a été expliqué, par un accroissement annuel qui est variable suivant les essences, suivant la qualité. Aujourd'hui, on ne prélève même pas 60% d'accroissement. Ça veut dire que la réserve est considérable. Alors évidemment, si tout le monde faisait la même chose, ça pourrait poser des problèmes. Mais il y a de la marge. Moi, j'habite dans les coteaux du Lyonnais et il y a des forêts qui sont à l'abandon. Il y a beaucoup de petites parcelles où les arbres sèchent, les arbres sont vieux, il y a du vent, il y a de la neige, il y a des intempéries, il y a des sécheresses. Les forêts sont dans un état vraiment déplorable, sont même un peu dangereuses par endroits. Et je voulais savoir, moi, s'il y a des lois ou des obligations pour les propriétaires de faire en sorte que les forêts soient en bonne santé, en fait. Parce que je m'aperçois que... Enfin, je suppose qu'il n'y en a pas, mais quels moyens il y aurait pour inciter l'ensemble des propriétaires, en fait, pour que les forêts soient en bon état? D'abord, beaucoup de propriétaires ne savent pas qu'ils ont des bois, ou s'ils le savent, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas les limites, ils ne savent rien, ils n'exploitent pas. Beaucoup de parcelles aussi, on a dans l'association ce cas, on a un certain nombre de parcelles qui sont difficilement accessibles aux engins. Pour exploiter une parcelle, il faut pouvoir rentrer du machinisme dedans. Et vous avez beaucoup de parcelles qui ne sont pas desservies. On ne peut pas y accéder. Ou alors il faut aller traverser une prairie, 2 prairies, 3 prairies, avoir les accords des propriétaires qui ensuite vont vous tomber dessus parce que avec vos engins vous avez abîmé. Économiquement, ce n'est pas faisable. Et le propriétaire, il y en a certainement dans la salle ici, n'est pas prêt à mettre de l'argent
pour faire exploiter une parcelle sur laquelle il va perdre de l'argent. Il faut au moins que ça lui paye le travail. Et très souvent, ce n'est pas le cas, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de réglementation qui impose d'exploiter. Heureusement, parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas possible. Oui, je voulais savoir quel était le coût en énergie fossile de la transformation en granulés par rapport à, par exemple, des bûches de 50 cm. Est-ce qu'il y a le fait de broyer, il y a quand même une énergie qui est apportée. Est-ce que vous savez quelles sont les quantités à peu près? Non, mais vous mettez le doigt sur quelque chose qui fait un peu mal, là, le sujet actuel. Sur le bois énergie, effectivement, ça rejoint un peu la question de madame, c'est que pour faire du bois énergie, il faut beaucoup d'énergie. On l'a vu, les machines que vous pouvez voir consomment beaucoup d'énergie, produisent beaucoup de gaz, de CO2. Je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas vous dire, mais ça serait intéressant de creuser un peu le sujet, parce que ce n'est pas si beau que ça. Le bois énergie a beaucoup de potentialités, mais si on regarde l'ensemble du cycle de production de ce bois, plus ce qu'il va libérer comme CO2 en brûlant, le bilan final est discutable. Alors, je vais en profiter pour, avant que quelqu'un pose quelque chose. Je voulais demander à Jacques, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent les bains de forêt et quel bienfait ça a? Oui, bien sûr. Donc, un bain de forêt, c'est en fait une pratique avant tout sensorielle, lors d'une marche en forêt, avec justement une reconnexion à travers les sens. Donc, dans la pratique que je propose, ce sont des invitations qui vont ponctuer la marche. Des invitations sont en fait des interactions que je propose avec la forêt, donc avec les arbres, mes corps, et basées sur les sens, ce qui permet à chaque personne, à son propre rythme, de se reconnecter à elle-même. En fait, la pratique du Shinrin-yoku, elle a deux versants. Elle a un versant bien-être, donc tout simplement par rapport à des questions de rythme, de stress qu'on connaît tous par rapport au quotidien, de pouvoir retrouver un rythme beaucoup plus lent, et puis effectivement être plus attentif, être plus présent à ce qu'on peut ressentir quand on est en milieu forestier, sachant que c'est un milieu qui sollicite énormément, puisque on a à la fois les odeurs, la vue, enfin tous les sens qui sont vraiment mobilisés. Allô, allô. Plus d'autres sens qu'aujourd'hui on commence à étudier d'un peu plus près, même s'ils ne sont pas qualifiés en tant que tels comme sens. Je pense notamment à l'intuition. Voilà, donc ça fait partie de la pratique que je propose. Et puis il y a une dimension plus thérapeutique qui est étudiée maintenant de façon assez importante au Japon, en Europe aussi, ça commence, en Corée du Sud, où il y a une dimension vraiment thérapeutique, puisque lorsqu'on pratique en fait ces bains de forêt, beaucoup d'études sont en train de démontrer les effets physiologiques sur en fait, ce qui se passe pendant qu'on est en forêt, et notamment sur le système immunitaire. Donc il y a une médecine préventive qui s'est mise en place au Japon et qui permet effectivement aux médecins de prescrire des bains de forêt. C'est également utilisé pour des questions de santé liées à tout ce qui est état dépressif et maladies un peu dégénératives par rapport au stress. Simplement, si je pouvais, par rapport à la question qui était posée, par rapport au bois énergie, je suis moi-même, j'avais acheté il y a quelques années un poêle à granulés. Et bon, évidemment, il y a quelques années, c'est comme le diesel, c'était un peu la recette miraculeuse, écologique, qui permettait d'apporter des réponses. En fait, bon, comme chaque énergie, c'est ce qui vient d'être évoqué, il y a avantages et inconvénients. Et de mon point de vue, aujourd'hui, la meilleure énergie, c'est celle qu'on économise. Et c'est plutôt vers l'isolation des habitats qu'il faut se tourner, parce qu'autrement, c'est quasi insoluble. Alors après, on multiplie les sources d'énergie, et c'est très bien. On ne fait pas peser sur une seule énergie. Mais c'est sûr qu'en amont, si on réduit déjà notre impact, c'est la première étape sur laquelle on doit vraiment réfléchir. Bravo. Pour revenir sur les questions qui ont été posées tout à l'heure sur l'intérêt d'exploiter ou de laisser les forêts se débrouiller seules, il faut aussi intégrer une notion quand même qui est importante, c'est que donc vous savez que la forêt, par la synthèse chlorophyllienne, donc
produit de l'oxygène en cassant les molécules de CO2, en stockant le carbone pour sa croissance. Une forêt qui n'est pas exploitée, qui est laissée à l'abandon, très vite, ça devient une forêt stérile. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, comme les êtres humains, à un certain âge où elle n'a plus de croissance. Une forêt qui n'a plus de croissance ne capte plus ou capte beaucoup moins de CO2. Juste ce qu'il lui faut pour survivre, je dirais. L'intérêt de l'exploitation forestière aussi, c'est qu'en coupant ces arbres arrivés à maturité et en replantant, ou en favorisant la régénération naturelle, on relance le cycle de captation de CO2. D'où l'intérêt aussi, si on veut faire de la préservation de l'environnement, de faire de l'exploitation forestière. Donc la forêt a cet intérêt de captation, elle a l'intérêt de stocker ce CO2, et comme on développe de plus en plus les constructions en bois, on stocke de plus en plus de carbone. Et puis elle a un troisième intérêt aussi dont on ne parle pas très souvent, c'est la substitution. Ça veut dire que chaque fois que vous faites une construction en bois, vous ne la faites pas en béton, vous ne la faites pas en acier. Or, ces matériaux sont extrêmement producteurs de CO2 dans leur élaboration, d'où l'intérêt de la forêt aussi. Et gourmand en énergie. Tout à fait. Pardon ? Alors la forêt monoculture, ça c'est encore autre chose, c'est que il y a du pour et du contre, c'est que c'est très difficile techniquement de faire des mélanges d'essence. C'est difficile, parce que, déjà, pour les élever, parce que les arbres n'ont pas le même comportement, n'ont pas les mêmes vitesses de croissance, etc. C'est comme un agriculteur, si vous lui demandez de faire une plantation de choux et de carottes mélangées parce que c'est plus joli, c'est pas très facile à gérer, d'accord ? Je schématise, mais c'est un peu pareil en forêt. Et puis, encore une fois, comme la forêt est très morcelée, si vous mélangez les essences, le jour où vous coupez ou vous vendez, vous avez des petites quantités de chacun, et vous ne les vendrez pas, ou à des prix inintéressants. Alors, il y a des justes milieux. C'est vrai que faire une parcelle de Douglas, si à côté on fait une parcelle de feuillus, ça équilibre. Mais faire des parcelles dans lesquelles on mélange les deux, c'est pas gagné. Cependant, avec le réchauffement climatique, on y réfléchit de plus en plus. Et peut-être que ça serait une des solutions. Ça permettrait de sélectionner les essences qui sont le plus adaptées, qui ont plus de résilience. Mais ça, c'est du futur. Donc j'y vais. Je voudrais d'abord expliquer d'où je parle. Je suis paysan maraîcher bio en retraite. Depuis que je ne suis plus scolarisé, je ne me suis toujours chauffé ni aux énergies fossiles ni aux énergies fissiles. Et depuis maintenant 19 ans, je chauffe la maison d'habitation, un deuxième logement, la production d'1,5 tonne d'endives, de 6 tonnes de courges et le séchage de 4 tonnes d'oignons avec du bois plaquette, donc du bois déchiqueté, non pas du pelet qui est un bois industriel, j'entends bien, mais de la plaquette bocagère issue de haies que je gère par un système qu'on pourrait appeler de gestion différenciée, comme ça s'utilise ce terme s'utilise dans le bois, et y compris qui sont issus de haies bocagères, des plusieurs centaines de mètres de haies bocagères que j'ai plantées. Et la grosse machine qu'on peut filmer en grand angle et être très impressionnant et dire oh là là que c'est un engin barbare, qui sert donc à déchiqueter le bois que je récolte pour entretenir mes haies, elle utilise 60 à 70 litres de fioul pour chauffer tout ce que je vous ai dit sur une année. Donc par rapport à la consommation d'une maison chauffée au fioul, même économe, et le simple transport de ce fioul pour emmener jusqu'à une citerne, ça me semble tout à fait négligeable, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que du bois, il y en a, et si on veut qu'il y ait des volontaires pour aller le chercher, il faut qu'ils gagnent quelque chose à aller le chercher. Au début du film, l'entrepreneur qui était dans la batteuse a parlé qu'il avait environ 10 000 € par mois d'annuité en travaillant tout seul avec cette machine. Et par rapport aux chiffres de récolte journalière qu'il donnait, il récolte 10 fois plus qu'une seule personne. Donc la question qu'on peut poser à l'Assemblée, c'est est-ce qu'on veut une société où 10 personnes sont payées 10 000 € par mois, charges sociales comprises, ou est-ce qu'on veut un autre type de société ? Et je voulais poser la question aux forestiers, aux propriétaires forestiers. Est-ce que je me trompe si je déduis de ce que j'ai compris du film qu'il y a une progression par
parallèle à la fois d'une politique forestière qui va vers les plantations de monoculture, d'une politique agricole qui va vers des monocultures de maïs ou autres, en même temps que la plantation monoespèce de douglas s'accompagne ou a provoqué ou a accompagné la disparition de l'élevage. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les plantations monoespèces de thuya autour des lotissements et le problème des fermettes qui provoquent une partie des problèmes de commercialisation des scieries? J'ai été brouillon, mais je crois que j'ai tout dit. Oui, mais alors il y a tellement de questions à laquelle voulez-vous que je réponde d'abord? Non, déjà, quand vous expliquez le bilan, je dirais, du bois énergie que vous utilisez, oui, il est plus intéressant que les autres combustibles, ça c'est évident. Je disais simplement tout à l'heure que c'est pas tout vert, entre guillemets. C'est pas tout vert, mais ça reste quand même un combustible intéressant, une ressource importante, une ressource locale, un circuit court. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages. Après, sur les autres questions, c'était... La comparaison avec l'agriculture, Oui. l'agriculture extensive avec Oui, d'accord. une monoculture. L'agriculture et la lotissementisation. Oui. Alors, la forêt, c'est vrai que la culture devient relativement intensive, mais ça, c'est un marché mondial aujourd'hui, la forêt. Ce n'est plus un marché local comme ça. On l'a peut-être connu il y a longtemps. Aujourd'hui, le marché du bois est mondial. Les cours sont mondiaux. Si on veut vendre du bois au prix du marché, il faut le produire de façon économique. Et ça pousse à la productivité, c'est sûr. Et ça, c'est une tendance à laquelle il sera difficile de réaliser. Vous savez, les Français, on a pourtant la 3e forêt européenne. On a le premier stock de bois sur pied d'Europe, mais on ne fait pas la loi. Devant des pays comme l'Indonésie, comme la Finlande, des choses comme ça qui ont des cubages qui sont phénoménaux aussi. On ne fait pas le poids, c'est eux qui fixent les prix. On est bien obligé de s'y plier. D'autre part, il faut savoir aussi que le gouvernement s'est quand même ému du fait qu'il a constaté que la filière bois, c'est-à-dire la filière qui va du producteur, du propriétaire jusqu'au menuisier, au dernier transformateur, c'est le premier poste déficitaire de la balance commerciale française. Avec la forêt qu'on a, il y a quand même un sacré problème. Donc il faut qu'on exploite. Et passer à de l'exploitation qui produise du bois, ça nécessite de faire un peu de productivisme, c'est vrai. Oui. Juste J'aimerais simplement aussi répondre par rapport aux maraîchers bio. J'ai moi-même, pendant une quinzaine d'années, travailler et puis gérer un jardin, donc en maraîchage bio. Et je trouve le parallèle entre l'agriculture et la sylviculture assez intéressant, parce qu'on accepte déjà assez difficilement ce qui se passe dans l'agriculture. Le discours qu'on nous tient dans l'agriculture, avec l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, il y aurait une agriculture qui pourrait nourrir la planète et l'autre pas. En clair, l'agriculture conventionnelle peut nourrir la planète, l'agriculture bio, non. Or, il s'avère aujourd'hui, et heureusement, que l'inverse est de plus en plus démontré. Et c'est vrai que ce qui se passe dans la forêt, où on a une standardisation, une industrialisation, c'est assez révélateur de ce qui s'est passé aussi dans l'agriculture. Le parallèle, pour moi, il est assez flagrant. Et je pense qu'on est en capacité d'imaginer l'utilisation de ces ressources-là de manière différente, parce qu'on est quand même confronté à une question globale, environnementale, et qui est très urgente. Et les réponses qu'on apporte aujourd'hui, je pense qu'elles ne peuvent plus être les réponses qu'on a pu amener jusqu'à maintenant, puisque sinon, on ne serait pas face à des échéances qui vont être de plus en plus compliquées à gérer. Donc, la forêt, effectivement, c'est un lieu qui est intéressant par rapport à l'économie qu'elle peut générer, mais c'est aussi un lieu qui peut avoir d'autres types d'économies sur lesquelles il faut effectivement se pencher, parce que sinon, on va reproduire un système industriel dans lequel, finalement, il y a peu de place pour l'humain, d'une part, et puis des forêts qui sont, franchement, ce qui m'a intéressé dans ce film au début, c'est une des premières paroles, la forêt noire, je ne sais pas si vous avez noté, il y avait un commentaire off d'une femme, la forêt noire, c'est le matin qui devient le soir. Franchement, ça ne fait pas rêver. Oui, mais il faut ajouter aussi une chose, c'est que
certainement dans la salle, il y a beaucoup de gens ici qui souhaitent avoir une maison en bois, qui souhaitent avoir des meubles en bois. Il faut bien le produire, ce bois. Donc, faire de la culture monoessence, ça se nécessite aussi. Évidemment, si toute la France en était couverte, ça serait malheureux, et c'est pas le souhait. Vous avez des régions, comme les Landes, où la sylviculture, c'est de l'agriculture, c'est intensif. Ils l'ont dit, ils utilisent des produits, des engrais, des phytosanitaires, des choses comme ça. Je suis prêt à vous défier à trouver une seule forêt dans le Rhône où on utilise ces produits. On n'utilise pas, d'une part. D'autre part, comme je le disais, et dans l'association que je gère, dans les travaux qu'on fait chaque année, à titre d'exemple, sur les dernières années, on a fait à peu près, on a traité 170, 180 hectares de forêt en futaie irrégulière, donc en amélioration, essentiellement feuillue, et une vingtaine d'hectares uniquement résineuses. D'accord ? Et en couperage, je crois qu'on a 5 hectares. Donc on s'est quand même largement adapté aussi à ce besoin environnemental. Mais il n'empêche qu'il y a besoin quand même de bois et qu'il y a certaines régions où il y aura de la culture intensive. Comme lorsque vous promenez certaines régions, vous avez des vignes à perte de vue, vous avez des champs de blé à perte de vue, des champs de maïs à perte de vue. Ben oui, mais il en faut aussi. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. Mais on ne peut pas non plus rêver partout de forêt primaire, sinon on n'aura pas de bois. Voilà, ben, j'aurais presque plus rien à dire, mais les monts du Lyonnais, enfin le Rhône en particulier, on dit toujours que c'est des petites exploitations. Si on parle de l'agriculture, ben bien heureux pour les consommateurs parce que on a un paysage qui est extraordinaire, donc il est varié. Et puis il faut revenir un petit peu. Pourquoi on dit toujours c'est des petites parcelles avec beaucoup de propriétaires et en plus des propriétaires ont une multitude de parcelles. Mais si on remonte à 2 générations avant, tout le monde se chauffait au bois. C'était pas isolé, il en fallait un petit peu plus, mais il chauffait pas toute la maison. Mais quand je dis tout le monde, c'était toutes les fermes et tous les gens du village. Donc le bois, il avait une nécessité économique pour se chauffer. Quand il y avait une charpente à faire, on allait couper 4-5 arbres. Et puis quand les gens avaient besoin d'un petit peu d'argent ou parce que les arbres étaient venus, eh ben, ils faisaient qu'ils coupaient 20 arbres qu'ils emmenaient à la scierie du coin. Il y avait des scieries de partout. À Saint-Martin, il y en avait 2. Oui, et puis maintenant, il y a juste une petite chose, c'est que les forêts ont été abandonnées parce qu'il y a moins de personnes pour prendre la tronçonneuse. Parce que, vous savez, ce petit truc qu'on a dans les mains, là, ça fait entre 6 et 10 kilos et il y a moins de candidats. Oui. C'est tout à fait vrai, c'est le problème des entreprises qui ne trouvent pas de personnel. Mais si aussi il n'y a pas l'exploitation que vous avez connue, c'est parce qu'à l'époque, c'était beaucoup des ruraux qui étaient propriétaires de forêts, puis avec les successions, ça s'est éloigné. Et maintenant, il y a beaucoup de citadins qui en ont, et qui ne connaissent pas la forêt, qui ne connaissent pas leur forêt, qui ne s'y intéressent pas. Et ça ne fera que s'aggraver, ça. Et en plus, on a très souvent, et ça on essaye de lutter contre au niveau du syndicat, c'est essayer d'arrêter ce morcellement qui se continue avec les indivisions. Très souvent, dans des successions, il y a un petit bout de forêt. Aucun des héritiers ne s'y intéresse particulièrement. Que fait le notaire ? Il leur dit, écoutez, il n'y a qu'à mettre en indivision, ça ne coûte rien, et puis voilà. Résultat, pour une parcelle d'1 ou 2 hectares, vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 indivisaires dessus. Eh bien, c'est mort, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne les mettrez jamais d'accord. Et en plus, ce sont des gens qui ne sont plus des ruraux. Oui, moi j'ai une question sur les labels. Je ne sais pas si vous saurez me répondre, mais lorsqu'on achète un meuble en bois, il me semble qu'il y a des labels qui existent. Donc, par exemple, en agriculture biologique, le label Nature et Progrès est beaucoup plus exigeant et donc beaucoup plus intéressant que le label AB européen. Quand on achète un meuble en bois, est-ce qu'il y a des labels qui nous garantissent des choses beaucoup plus intéressantes ? Moi, par exemple, si le label me dit c'est une forêt renouvelée, mais si c'est renouvelé de façon comme un Douglas avec de la monoculture, ça ne m'intéresse pas d'acheter un label de ce type de renouvellement. Est-ce qu'il y a des labels où on est assuré qu'il y a une exigence beaucoup plus importante avec des bûcherons qui bûcheronnent à pied et qui coupent le bois, des forêts comme on a vu certaines en pluriculture. Voilà, est-ce que vous connaissez éventuellement de ce type de label-là pour qu'en tant que consommateur, au moins, on ait un acte plus conséquent, quoi. Oui, alors il existe 2 labels en France, enfin qui sont utilisés en France. Il y en a qui s'appelle FSC. Bon, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. C'est des termes anglais, FSC. Et l'autre qui est plus européen, qui est PEFC, et qui est beaucoup plus répandu.
À l'association, nous sommes agréés PEFC. C'est une obligation. Et d'ailleurs, si on n'a pas ce label, on n'a pas droit aux aides publiques et à tous les avantages qui peuvent en découler. Ce label ne vous dira pas que c'était fait à la main. Il n'y a pas de label pour ça. Puis de toute façon, si vous vous contentiez d'acheter du bois coupé à la main, il n'y en aurait pas beaucoup dans les magasins. Ça, j'aime autant vous le dire. Par contre, ce label vous garantit que c'est du bois qui est issu de gestion durable, c'est-à-dire de futaies régulières essentiellement, c'est-à-dire de bois qui sont gérés sans phytosanitaires, sans engrais, sans produits chimiques. Ce qui est déjà une partie de la réponse à votre question. Alors, je ne sais pas si mes sources sont bonnes, mais dans ce que j'avais vu de ce label, certes, il y a eu, en fait, quand on parle de durable, ça n'empêche pas que ces forêts-là, elles soient un petit peu utilisées comme on l'a vu là dans le film. C'est quand même un certificat qui est privé au niveau du label. C'est une association privée qui fait ça. Donc oui. J'ai un petit peu des doutes sur... Bon, c'est une association privée, mais enfin, dont les statuts sont parfaitement clairs, sont parfaitement acceptés, agréés. Ça vous garantit que... ça ne garantit pas, qu'il n'y a pas dedans des bois qui sont issus de coupes rases, de futaies régulières, non. Mais des bois qui ont été coupés, qui ont été suivis soit de replantation, soit de régénération. Donc c'est la gestion durable qu'on retrouve. Dans le système d'exploitation forestière, il y a le réseau des alternatives forestières. Ils en parlaient à la fin dans les textes qui étaient sur la fin du film. Il y a le RAF, qui est un système, une association de scieries qui exploite uniquement du bois coupé, bûcheronné, souvent débardé dans des futaies irrégulières avec des chevaux, souvent luné aussi, pour avoir du bois d'exploitation, du bois dans le bâtiment qui est beaucoup plus durable. Et voilà, il y a des alternatives comme ça qui apparaissent et qui sont super positives parce que ça permet de ne pas détruire les forêts, ça permet plein de choses et une nouvelle ouverture vers la forêt que les techniques d'agroforesterie ne permettront pas. Mmh. Oui, j'ai vaguement entendu parler de ça, mais je pense que ça correspond effectivement. Il y a des scieries qui ont opté pour ce schéma-là, mais ça doit correspondre à des micro-marchés locaux, donc c'est très bien. C'est très bien. Mais comme vous l'avez vu aussi dans le film, ces petites scieries aussi disparaissent à une vitesse prodigieuse, parce qu'elles sont, elles aussi, soumises à des problèmes de productivité, de rentabilité qu'elles ne trouvent plus. Quand vous avez en face de vous des bois qui ont été élevés en France comme des chênes de l'Allier, qui sont vendus en Chine, qui reviennent transformés et qui sont vendus moins cher que ce que vous, Français, vous allez vendre sur place, il y a un problème. Vos scieries à côté, elles ne font pas le poids, elles ne résistent pas. C'est le problème. Il me semble que Jacques, tu connais les réseaux. Oui, enfin, je le connais. L'association est en Ardèche, en fait. Le siège Ardèche et en Drôme. Et ils ont des initiatives intéressantes aussi pour regrouper autour, financer des achats de forêts. Donc, chaque personne qui est intéressée peut participer pour acheter des forêts qui vont être effectivement ensuite exploitées selon des critères bien particuliers. Donc, ils mettent en place aussi cette possibilité-là d'accéder à la propriété de façon groupée. Je suis un petit propriétaire forestier à la suite de mon père et de mon grand-père. Et comme ça a été dit, dans le temps, le bois était utilisé. Mon grand-père l'utilisait pour le chauffage, pour la charpente de la maison, et faisait des fagots pour vendre au boulanger qui faisait cuire le pain pour le village. Moi-même, à un moment donné, cette utilisation avait plus ou moins disparu, puisque le chauffage, c'était le fioul. On est revenu au bois déchiqueté qui, pour moi, reste quelque chose d'intéressant, mais qu'il faut qu'il soit adapté à un territoire et à une utilisation précise. Déjà, il faut le transporter le moins possible. Et quand on a mis la chaudière à bois déchiqueté en place sur l'exploitation, c'est uniquement pour utiliser une ressource qui était là. Et pour ne pas la gaspiller, ce qui était le cas auparavant.
Donc on fait une simple utilisation de ressources, donc pour moi, ça peut être que positif. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que sur l'utilisation aujourd'hui, c'est très compliqué de valoriser nos bois. Pour preuve, j'ai discuté avec un charpentier, je ne donnerai pas son nom, mais très bien par ailleurs, mais qui m'a dit, qu'est-ce que tu t'embêtes à aller scier un arbre, à t'embêter à le sortir, à le mener à la scierie, alors la plus proche qui n'est pas très loin, 10-12 km, à le ramener, alors, fais le calcul, et tu verras que tu achètes ton bois tout prêt, déjà tu as point de perte parce que tu achètes que ce dont tu as besoin, tu as les bonnes longueurs. Je n'ai pas fait le calcul, je sais qu'il a raison. Donc c'est le modèle économique qui nous impose cette non-utilisation de notre ressource qui est là et qui était utilisée dans le temps. Et la forêt était plus belle qu'aujourd'hui. Oui, mais le monde a changé, c'est vrai, et c'est ce qu'ils disent dans le film. Malheureusement, les habitudes ont changé. Mais c'est pour le bois énergie aussi, s'il a un peu de mal à se développer, il faut voir que aujourd'hui, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit moins cher que les énergies fossiles, qui, elles, ont un coût très bas en ce moment. Ce qui fait que pour que ce soit rentable, il faut quasiment que le propriétaire en fasse cadeau de la ressource. C'est-à-dire qu'il va vendre ça quelques euros la tonne. Eh bien, quel est le propriétaire ici de bois qui est prêt à céder des parcelles de sa forêt, de taillis ou autre, pas de belles forêts, pour 3 francs 6 sous? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, la ressource n'est pas assez valorisée auprès du propriétaire aussi. Mais c'est un cercle vicieux. Si elle était plus valorisée, le bois que vous achetez, le bois déchiqueté, vous le payeriez plus cher. Ça vous coûterait plus cher de vous chauffer avec du bois qu'avec du fioul. Tant que les énergies fossiles ne seront pas plus chères, le bois énergie aura du mal à décoller. Il est tard. Donc, je vais finir sur une petite chose, si vous permettez. Simplement, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, il se trouve que la semaine prochaine, c'est la Semaine internationale des forêts, c'est l'UNESCO qui organise ça. Et nous, en tant que syndicat et association, on a relayé un petit peu l'action. Et on vous propose, si ça vous intéresse, la semaine prochaine, samedi prochain, un de nos adhérents, Monsieur Lemoine qui se cache, je l'ai vu tout à l'heure, il lève la main, organise une promenade en forêt à côté d'ici. Une promenade qui va durer 2 heures, samedi 23 après-midi. Rendez-vous à 14h devant l'office de tourisme. Il vous emmène en forêt avec une technicienne forestière. Et là, dans la forêt elle-même, qui est une forêt exploitée, il pourra vous expliquer la gestion forestière. Je pense que c'est un très bon complément pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Donc, c'est libre, c'est gratuit. Rendez-vous devant l'office de tourisme, samedi 23, 14h. C'est ça, 14h. Donc voilà, pour ceux qui veulent donner une suite. Nous ? Oh, pardon. C'est pour vous la question. Oui, un mot de conclusion. Le RAF, Réseau des alternatives forestières. Est-ce que vous avez une information à transmettre sur votre activité en conclusion Non, mais une conclusion toute simple. En fait, j'aimerais que la forêt, soit envisagée, même avec les contraintes qu'on peut connaître, et les solutions ne sont pas simples. En tout cas, envisagée avec un regard différent, une forêt vivante, ouverte à tout le monde, et dont la richesse ne soit pas uniquement centrée sur la production du bois, qui est essentielle, effectivement, mais je pense que, personnellement, j'aimerais voir une forêt qui soit effectivement avec une perspective plus large que cet horizon lié à l'exploitation du bois. Merci beaucoup, merci à nos 2 intervenants, merci à vous.